Et bonsoir les factieux. On va cacher ça. Bienvenue dans la Morale Politique, votre émission de politique où on parle des faits et pas de morale. Alors, au sommaire de cette magnifique émission que vous suivez, nous allons commencer par parler des dernières aventures de notre prési-roi. On va faire un détour pour parler de l'efficacité des luttes. Bon, il y a à boire et à manger comme d'habitude. J'essaie de pas faire que du négatif. On va parler de la mise à niveau, des ajustements, de l'équilibrage des luttes, hein, pour prendre un terme cher à nos amis geeks, équilibrage. Vous voyez, vous allez voir que l'équilibrage, je sais pas qui fait l'équilibrage, mais c'est pas vraiment. Enfin, on sent qu'il y a un côté qui est plus favorisé que l'autre. On a une grosse rubrique sur ne poussez pas, tout le monde sera condamné. Et on a une rubrique plus petite sur l'Assemblée de la honte nationale. Oui, on va l'appeler comme ça maintenant. Et on finira par quelques petites informations variées, croustillantes. Maintenant que le sommaire est fait, vous connaissez la chanson, vous prenez votre oreiller si vous avez envie de hurler dedans, votre seau à vomi si vous êtes sensible, et c'est parti pour l'émission. Alors, première information, Manu Lambrouille, il était à Marseille. Là, il est toujours à Marseille. Ça fait quelques jours qu'il y est. Et afin de ne pas déranger les habitants avec sa voix, il les a un peu écartés. Le président Emmanuel Macron est arrivé à Marseille. Première étape, l'hôtel de ville. Pas d'accueil, le quartier est bouclé sur plus de 100 mètres à la ronde. On entend seulement le bruit des moteurs du cortège présidentiel qui tourne. Voilà. Non seulement il s'est assuré que tout le monde soit assez loin, et comment dire, il a fait en sorte que tout soit bien surveillé. Comme d'habitude, pour la visite de Macron à Marseille, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris le jour même un arrêté parfaitement illégal pour autoriser la surveillance par drone. Orwell sans le talent. Oui, parce que ce qui est illégal, c'est de faire sortir un arrêté pour le jour même. En fait, les gens doivent pouvoir savoir où ils se déplacent. Vous pouvez pas juste arrêter et dire bon bah à partir de maintenant là tout de suite tout est coupé. Les gens doivent pouvoir se prévoir où ils vont se déplacer, ce genre de choses. Mais non, pas là. L'arrêté, vous voyez ce qui est marqué, 26 juin 2023, et il applique pour des choses qui se passent le 26 juin 2023. Ah, la légalité à la française, évidemment. Ensuite, il a fait, quelques jours avant, il avait déjà fait pas mal de bruit, mais pour la fête de la musique. Non, il n'a pas joué de la musique. Par contre, il leur a annoncé un petit truc. Macron joue l'accorde d'une taxe streaming, Echo et Larsen dans le milieu musical. Il leur a dit, en gros, si vous appliquez pas correct, enfin, si vous entendez pas, il y aura une taxe. L'annonce a fait du bruit. Le jour de la fête de la musique, Emmanuel Macron a brandi la perspective d'une taxe sur les revenus du streaming si la filière musicale ne s'accorde pas sur de nouvelles voies de financement de la création. Si l'harmonie n'est pas trouvée au 30 septembre, le gouvernement se réservera la possibilité de saisir le Parlement d'une contribution obligatoire des plateformes de streaming musical. Après, c'est dans la théorie, c'est pas forcément con. De toute façon, ça fera qu'une taxe de plus en France, hein, on est habitué. Et les fonds sont censés aider à la création musicale. Et en plus, c'est la version crédible de Bruno Demande. Normalement, Bruno Le Maire, ministre du Renflement-Brun, il demande aux gens de faire un truc. Là, c'est un peu plus correct, enfin plus logique au niveau du pouvoir. Le pouvoir dit, si vous ne faites pas quelque chose, voilà ce qui va se passer. Donc arrangez-vous avant et ça ira mieux derrière. Là. Mais ça reste quand même très très con parce qu'on sait très bien que cet argent va jamais servir à la création musicale, hein. Ça va finir dans les poches de gens qui ont les moyens déjà.
Je connais des gens qui sont dans le domaine de la musique, ils touchent pas d'aide ou quoi que ce soit, et c'est pas les plateformes de streaming qui vont permettre d'en toucher. Les syndicats ont réagi. Les plateformes françaises et européennes dont le modèle économique est centré sur la diffusion de musique n'ont pas atteint le seuil de rentabilité. Ouais, je vous fais pas tout l'ensemble. Là, c'est l'ensemble des syndicats qui sont en mode non, mais nous, on peut pas, c'est trop compliqué par rapport à ça, c'est pas encore possible. Et surtout, quelque chose qui est pas forcément faux, les GAFAM ne seraient pas touchés. Donc les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, et on rajoute en général le M pour Microsoft, eux qui peuvent diffuser de la musique comme les plateformes de streaming. Vous regardez juste des trucs sur YouTube, et ben eux ils seraient pas touchés par cette taxe. C'est con quand même, hein. Et, euh, et ça se tient. Effectivement, si les GAFAM ne sont pas pris dedans, vous pouvez taxer autant que vous voulez les plateformes de streaming, vous allez juste les affaiblir, et la concurrence qui n'est pas euh, touchée par ça, et ben elle va s'emporter extrêmement bien. Et elle va prendre plus de poids que les plateformes existantes. Enfin, ça, c'est les bonnes critiques. On a aussi les mauvaises, parce que il y avait déjà une proposition de taxe qui avait été faite, moins forte, mais par la NUPES. Mais en 2020, une contribution obligatoire de 1,5%. Ah là 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 là. Il y a eu des critiques comme quoi c'était une taxe raciste, anti-rap, non justifiée. Évidemment, les seuls qui font enfin ceux qui touchent de l'argent sur ces plateformes, ils n'ont pas envie d'être taxés en plus. Et effectivement, c'est sur ces plateformes-là qu'on écoute le plus de rap. Mais ça reste quand même pas. C'est pas parce que c'est du rap qu'on va le taxer. C'est parce qu'il y a un moyen d'avoir des sous en plus qu'on va le taxer. Et puis c'est quand même un peu bizarre de traiter la NUPES et LFI de racistes. C'est pas franchement ceux qu'on peut le plus critiquer pour ça. Enfin, on va sortir de cette information, pas de Manu l'embrouille, juste de la partie fête de la musique. Emmanuel Macron annonce que les amendes pour consommation de cannabis pourront être payées directement en liquide ou par carte bancaire. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de préparer un décret pour la fin de l'été afin que le paiement des amendes puisse être immédiat par carte bancaire ou en liquide. On a commencé à équiper les agents de 5000 terminaux de paiement, c'est très concret. Et comme l'indique bien François Malel-Sénat au-dessus, euh, comment dire, des forces de l'ordre qui pourraient toucher directement du liquide, donc du liquide qui est intraçable, tout ça, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hein? Non, franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bonjour, alors on vous a chopé avec du cannabis, tout ça. Euh, vous payez maintenant ou vous attendez un peu? Non, vous allez payer maintenant, évidemment, il y a un distributeur là-bas, ce sera plus simple. Rien ne peut disparaître dans les poches des forces de l'ordre à ce niveau-là. Personne n'est assez mal. Enfin, personne ne pourrait imaginer que les forces de l'ordre peuvent, quand ils ont de l'argent liquide, dire ah ben, il y a, on va le remettre directement, enfin, on va le garder et puis on le remettra pas. Non, personne ne peut imaginer ça. Ou alors, vous êtes des factieux terribles et infâme. Vous n'êtes pas des factieux terribles et infâmes, hein. Il y a le chien qui vient me faire des câlins. Là là. Et on va sortir. Pour passer au sujet suivant, toujours sur Manu Lambrouille, il y a ses amis qui le verraient bien pour un troisième mandat. On avait vu Richard Ferrand dans une de nos émissions précédentes qui avait fait oui, ça empêche la volonté démocratique de réélire le président. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut remettre autant de mandats qu'on veut, franchement.
Et là, bon, lui, il voulait devenir Premier ministre, donc ça s'expliquait. Là, on en a une autre qui n'est plus au ministère, qui a décidé un peu de lui cirer les pompes aussi. Tout le monde est d'accord pour une troisième candidature de Macron. Hein, Roselyne Bachelot. Mais ouais, tout le monde est d'accord pour une troisième candidature de Macron. Alors moi, je dis pas une candidature, d'accord, mais à condition qu'il perde. Ce sera mieux. Et par contre, il y a quelqu'un qui a réagi à ça. Bah, c'est Choupinou Premier, c'est notre président qui lui est arrivé et que, bah en fait, il est pas d'accord. Ce qui m'importe n'est pas de durée. Emmanuel Macron ferme la porte à un troisième mandat en 2027. Mais je vous rappelle que entre 2017 et 2019, il disait qu'il ne décalerait pas l'âge de départ à la retraite. Donc toute déclaration n'engage que ceux qui y croient. Ah, on va passer à la rubrique efficacité des luttes. Les soulèvements de la Terre qui ont organisé des rassemblements à Sainte-Soline, au tunnel Lyon-Turin, pas mal d'autres endroits, ont été officiellement dissous. Ce compte s'arrête, mais les soulèvements ressurgiront. Dans ce dernier fil, on vous explique ce qu'apporte la dissolution, comment se protéger et se tenir au courant de la suite. Ce qui repousse partout ne peut pas être dissous, ce n'est qu'un au revoir. Et donc dans leur fil Twitter, ils ont un peu détaillé tout ce qui s'est passé, décret officiel, donc c'est passé en Conseil des ministres pour être officiellement dissous. Il n'y a que dans ces cas-là où il peut y avoir une association qui est dissoute. Il ne peut pas y avoir, c'est pas la justice qui s'en charge, c'est le gouvernement directement. Et donc là, il parle des recours qui peuvent exister. Il y a un recours qui pourra prendre plus d'un an pour être jugé. Euh, il y a d'autres possibilités, mais de toute manière, la justice ne peut pas annuler la dissolution du gouvernement tout de suite, ça va prendre du temps. Il donne pas mal de possibilités pour rester en contact avec ce qu'ils font, même s'ils n'ont plus le droit. Là, je l'ai pas pris en capture d'écran, mais ils disent pourquoi ils peuvent plus utiliser tout ce qui se rapporte à leur propre organisation. S'ils le font, c'est un délit. Et s'il y a une quelconque utilisation du logotype, de tout ça, c'est un délit. En fait, ils peuvent pas utiliser officiellement, ils peuvent pas utiliser tous les comptes qu'ils avaient avant, y compris celui-ci, pour dire suivez-nous là-dessus. Bon, ils le font quand même, hein. Ils disent ce télégramme-là, il n'est pas lié à nous, c'est les amis des soulèvements de la Terre. Tel blog de Mediapart, c'est les amis du soulèvement de la Terre, ce n'est pas nous. Et donc, résultat, vous aurez quand même des informations par rapport à ce qu'on fait. Ça s'appelle jouer un peu avec la légalité. Et la dernière partie, ah oui, ils vont aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire annuler la dissolution. Ah si, ouais, j'avais quand même pris en screen les utiliser comme constituerait un délit, comme répondre à un mail ou se réunir. Vous voyez, c'est quand même assez sérieux. Et je vais vous donner quand même quelques analyses qui ont été faites et quelques réactions très 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 courtes. Mais on va commencer par l'analyse. Je m'interroge. Le gouvernement devait-il dissoudre les soulèvements de la Terre? Juridiquement oui, ce mouvement a détruit des équipements industriels et agricoles et a fait une violence grave envers les forces de l'ordre. C'est interdit dans un état de droit. Effectivement, il y a des choses qui ont été faites. Ça s'est pas fait non plus juste pour le plaisir, le truc, hein. Il y avait des atteintes graves à l'état de droit qui ont été perpétrées. Pour quelles raisons? Bah, pour des raisons écologiques. Est-ce que c'était justifié ou pas? On va pas en discuter, on n'est pas juriste. Par contre, et puis ça demande pas mal de morale de dire oui, pour telle ou telle raison, on a le droit de faire telle chose ou pas. Et c'est là où ce fil Twitter est intéressant. François Caimé, il a travaillé à Charlie Hebdo aussi, donc c'est pas non plus n'importe. Enfin, c'est quelqu'un
qui débarquent pas de n'importe où pour faire des analyses aussi longues. Et donc, est-ce que c'était justifié? Politiquement, oui. Certes, les préoccupations écologiques sont une cause très noble, mais dans une démocratie, la cause ne peut justifier la violence, car cela offrirait un boulevard à tous les extrémismes. Imaginons un groupement d'extrême droite réaliser les mêmes attaques contre des foyers Sonacotra pour protester contre l'immigration, il faudrait évidemment le dissoudre. Or, je n'ai pas envie de voir des néofascistes arguer du fait qu'on ne dissolve pas les soulèvements pour éviter d'être eux-mêmes dissous. Et ça se tient. C'est effectivement, si vous avez un groupement d'extrême droite donc, ou d'extrême gauche, ou ce que vous voulez, si vous avez votre ennemi, votre adversaire, qui fait quelque chose d'illégal et qui dit ouais mais en fait de l'autre côté vous les avez pas dissous, c'est vrai que ça la fout mal. Vous êtes obligé d'appliquer la loi pour tous, peu importe la cause. Même si c'est pour le bien commun, même si c'est pour... de toute façon, le bien commun, c'est jamais que une notion qui peut se diverger. Hein. L'extrême droite qui va attaquer des foyers de migrants, ils vont dire aussi que c'est pour le bien commun, pour pas être agressé. Donc, vous voyez que ça devient un peu facile de dire c'est pour le bien commun. Et derrière, ben oui, on peut pas arriver dire bah pour ce bord-là, ça va, on leur laisse faire des choses illégales, et pour l'autre bord, on les interdit de faire des choses illégales. Il y a quelque chose où vous pouvez pas être partial à ce niveau-là. La loi ne permet pas ça. Écologiquement, la dissolution des soulèvements porte-t-elle atteinte à la cause environnementale? Plutôt non. Les soulèvements de la Terre nés à Notre-Dame-des-Landes dans un élan d'idéalisme peuvent sembler bien sympathiques. Mais concrètement, ils rejettent toute solution aux problèmes climatiques en prenant une décroissance anticapitaliste et une néoludiste brutale qui, à bien des égards, est mystique, obscurantiste et réactionnaire. Je vais pas tout vous lire, vous pouvez lire vous-même, mais donc résultat, même au niveau de ce qu'ils défendent, il y a des trucs sur lesquels c'est un peu utopique. Est-ce qu'ils sont dans le mystique, l'obscurantiste et le réactionnaire? Bah, dans la réaction, oui, puisqu'ils réagissent à ce qui se passe. C'est un peu le truc du réactionnaire, des réactionnaires, normalement, de réagir. Et mystique et obscurantiste, je sais pas si j'irai jusque-là. Mais il y a des choses, effectivement, qui peuvent être un peu problématiques à prendre en compte. Et c'est pas aussi simple que ils font le bien, ils défendent le climat. Il y a la méthode qu'ils veulent utiliser, il y a il y a les idées qu'ils veulent propager. Les moyens, on a vu, sont pas bons. Et les idées, c'est bien de tout vouloir casser, mais qu'est-ce qu'on met en échange et est-ce que c'est pertinent? Et là, ça pêche un peu aussi. Et après, bon, ben, je laisse un peu le truc, vous mettrez en pause, vous ferez votre petite tambouille. Il y a un truc aussi qui est pas mal. Parler d'écoterrorisme, c'est assez stupide. Parce qu'effectivement, ils ont détruit des structures, tuyaux, serres. Ils ont attaqué des forces de l'ordre. On avait quelqu'un qui était sur place. C'était quand même assez le foutoir du côté des forces de l'ordre pour savoir est-ce que l'usage de la force a bien été fait à Sainte-Soline, par exemple. Et on a vu que ça a été complètement halluciné, cette séquence, où ils ont envoyé des voltigeurs sur quad pour attaquer les manifestants. Et ils ont tiré sur le mauvais cortège, il y avait 3 cortèges. Ils ont tiré sur le cortège famille et autres. Il y avait des extraits vidéo qui ont été faits avec des journalistes qui étaient juste à côté des commandants, et les commandants qui s'arrachaient les cheveux en mode mais c'est pas le bon cortège sur lequel ils ont tiré. Et la réaction qu'il y a eu, effectivement, quand les forces de l'ordre, par contre, en face, sont pris des molotovs, des pierres, etc., oui, ils ont mis des forces de l'ordre en danger. Faut pas
pas arrêter, il faut prendre les faits. Enfin, faut pas le nier, il faut prendre les faits. Effectivement, ils ont mis des forces de l'ordre en danger. Mais, comme le souligne bien, ils n'ont pas assassiné toute une rédaction, ni posé de bombes dans le métro. Ils n'ont pas, effectivement voulu semer de la peur, de la terreur. Ils n'ont pas voulu terroriser les gens. Ils se battent pour plein de choses, mais ils se battent pas pour faire terroriser les gens, ce qui est le principe du terrorisme. C'est dans le nom. Euh, Et on va finir sur son dernier tweet à Monsieur Kamé qui résume la chose. Il ne faut jamais galvauder les mots graves. Morale, fallait-il dissoudre les soulèvements? Bof. Plutôt oui sur le principe, plutôt non concrètement. Voilà, c'était... Ah oui, et puis il y avait le côté où ça sert à rien de dissoudre un truc. Effectivement, quand vous avez une asso que vous allez dissoudre l'association, bah en fait, les gens ont toujours moyen de se contacter, ont toujours moyen de reformer des trucs d'une autre manière, ont toujours... et en plus, parfois c'est encore pire, parce que si dans l'association précédente, il y avait des blocages, des trucs qui marchaient mal, quand ils vont refaire une asso faite différemment, bah, ils vont enlever des trucs qui bloquaient avant, ils vont refaire leur organisation. Ils refont tout le départ, et donc à partir de là, ils s'améliorent à chaque fois. C'est le principe que si la dissolution se passe sur quelque chose, enfin sur une association qui a du pouvoir, enfin qui a de l'efficacité qui est suivie, ça va juste renaître, probablement mieux fait. Et ça, c'est très très con. Sur les soulèvements de la Terre, on a eu aussi des réactions. Ah là 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 là. On a eu une réaction en particulier qui m'a fait tiquer, voire qui m'a fait rire très fort. Euh, La dérive sécuritaire du gouvernement, couplée à son incapacité à nous protéger des conséquences du changement climatique, est effrayante. Ces intimidations n'arriveront pas à nous faire taire. Le problème de cette déclaration, c'est que Marion Cotillard, qui apporte son soutien au soulèvement de la Terre, elle se trimballe en yacht. Depuis son yacht, l'écologiste Marion Cotillard apporte son soutien indéfectible au mouvement des soulèvements de la Terre. Un yacht, par heure, ça dépense largement plus que la majeure partie des Français en une année. C'est complètement con d'arriver et de dire il faut faire attention au changement climatique. En plus, avant, elle avait dit que la France polluait, enfin, les Français étaient parmi les gens qui polluaient le plus. Elle parle d'elle-même elle dit les Français sont parmi les gens qui polluent le plus. Il n'y a pas toute la France qui a un yacht à Saint-Tropez hein, ou ailleurs, puisque je ne sais pas si elle a les moyens quand même de se mettre à Saint-Tropez. Si à Saint-Tropez, elle doit pouvoir. Je suis pas spécialiste, mais il me semble qu'elle doit pouvoir. Mais arriver, parler d'écologie en ayant un yacht, c'est déjà un gros problème. N'importe qui vous parle d'écologie en ayant un yacht, ou en ayant un jet privé, ou en ayant ce genre de choses, c'est un hypocrite. Le jour où ils arrivent, ils vendent ce genre de choses, ils en rachètent plus, et ils vous disent moi, mes trajets en avion, je les fais dans les vols commerciaux. Déjà, ils seront un peu plus crédibles pour le faire. S'ils font 36 vols par an, ça reste un peu hypocrite, mais au moins, ils sont pas à polluer plus que 99,9% de la population. Mais ouais, cette prise de position, c'est à peu près aussi crédible. Enfin, ce soutien, c'est à peu près aussi crédible que si Marc Dutroux soutenait les actions de Marlène Schiappa pour protéger les enfants des agressions. On va rester dans l'efficacité des luttes et on va parler du RN. On en parle souvent ici, hein, évidemment, mais on va parler du Rassemblement national et je vais vous présenter une partie d'analyse sur un rapport de la Fondation Jean Jaurès.
l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du FN-RN, l'organisation nationaliste mène une politique de dédiabolisation qui semble avoir porté ses fruits. La crédibilisation est la prochaine étape logique. Et ça, c'est parmi les choses qui sont intéressantes. Première étape, se dédiaboliser. Deuxième étape, se crédibiliser. Parce que c'est bien d'être un parti d'opposition, mais il faut être crédible si jamais on veut passer de l'opposition au pouvoir. Comment savoir si la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen a fonctionné? Une étude de la Fondation Jean Jaurès intitulée Évaluation du risque Le Pen résume l'évolution de l'image de l'organisation nationaliste et de son leader. Bon, pareil, je vous lis pas tout en entier et tout ça. Par contre, il y a des graphiques. Et les graphiques, ça représente bien. Ça, c'est les courbes de, ça, c'est les courbes de l'opinion des Français sur Marine Le Pen. La trait rouge, c'est comment dire, c'est une mauvaise opinion. La quasiment noire, c'est une très mauvaise opinion. Et la verte, c'est une opinion, une bonne opinion. Et on voit que, en fait, les deux courbes de mauvaise opinion, elles sont en train de plonger. Ce qui veut dire que elle est dans la crédibilisation. On n'est plus face au Rassemblement national, enfin au Front national, à la Jean-Marie Le Pen, qui était, qui pouvait faire du 20%, enfin 19% en 2002, mais qui restait quand même un parti d'opposition extrême et qui n'est pas crédible en tant que prise de pouvoir. En revanche, on est face à un parti qui est devenu sérieux. On en parlait déjà la dernière fois. Le, le RN fait plus sérieux, fait plus présidentiel, est plus crédible que LFI pour pas mal de gens. Là, on voit vraiment en chiffres, en graphique, désolé pour le toc, on voit vraiment à quel point ça peut devenir quelque chose où les gens arrivent et se disent en fait, c'est pas si. Enfin, on est dans une caricature. On n'est pas tant dans une caricature que ça, sur pas mal de trucs qu'on peut reprocher au RN, mais on se, la mémoire politique en France, elle n'est pas super longue. Là, on voit, ça se termine. Faut que je vérifie. Ouais, 2000. Mes excuses, je vais prendre un tout petit peu de temps. Ouais, c'est ça se termine à 2021, le graphique. Ils ont 5 ans pour se crédibiliser derrière. En 5 ans, on fait pas mal de choses. Hein. Et c'est pas. Et d'ailleurs, ça va être l'objet de notre prochain. Il reste un graphique, je crois, avant. Donc là, c'est l'indice de diabolisation, vous voyez, qu'il est en chute libre. C'est pas mal, hein, les statistiques. Vous pouvez faire plein de choses en combinant les facteurs. Mais on va parler donc de la crédibilisation et surtout en 5 ans, qu'est-ce que vous faites? Et là, on va taper sur quelqu'un, un groupe sur. Normalement, je tape pas trop dessus, voire je les cite de manière, je les cite en bien. Mais là, c'est pas franchement pour les citer en bien. Alors que le plus puissant conflit social depuis 1968 est écrasé par une répression totale, alors que le fascisme frappe plus fort de jour en jour et que la précarité explose, la gauche se chamaille pour 2027. Il y a quelque chose d'obscène dans cette vidéo promo de Ruffin. Déjà, même Usul a dit que, enfin, Usul et ceux qui travaillent avec lui ont dit que ça ressemblait pas franchement à une vidéo de promo. Il y a quand même des critiques chez Usul envers Ruffin. Au-delà des justifications vaseuses sur Ruffin qui comprend le vrai peuple, même de son point de vue, les pauvres ne survivront pas à 4 ans du feu roulant néolibéral autoritaire. Après les retraites et le chômage, c'est le RSA, les soins qui sont attaqués sans relâche. Cette promo électorale semble clairement déplacée. Et donc là, ils sont en mode, oui, il faut quelqu'un tout de suite, maintenant, immédiatement. Oui, mais
il n'y a rien qui va nous indiquer que la situation va changer d'ici 4 ans. Il faut se rendre à l'évidence. La droite, enfin l'ex-UMP va continuer à se ranger du côté de Macron. Avec ces trois groupes, donc le Gang Renaissance, Horizon et Modem, bah, il a quand même pas mal de voix à l'Assemblée, il peut faire voter pas mal de choses. Et donc, résultat, là, avec juste ces quatre groupes, il n'y a rien qui va bouger. Personne n'a la force d'aller le chercher, enfin d'aller chercher Choupinou premier à l'Élysée. Donc, il faut arriver et se dire que sur la situation actuelle, eh ben, on va rentrer dans une logique de bah, il faut remplacer Mélenchon déjà. Parce que Mélenchon, il est plutôt en mode je suis parti et il faut aller derrière Ruffin. Là, que les gens arrivent et disent c'est complètement déplacé de faire une campagne électorale 4 ans avant, bah en fait, il faut remplacer une grande figure de la gauche. On peut dire ce qu'on veut, Mélenchon, c'est une des figures les plus crédibles de la gauche depuis très longtemps. Et il faut le remplacer parce qu'il ne va pas revenir, Pépère. Hein. Et pour le remplacer, il faut construire une image. Il faut arriver et vous ne pouvez pas juste arriver à la veille de l'élection et dire ah c'est bon, je suis le candidat idéal. Il y a le il y a ce problème enfin, pour reprendre dans l'idée, LFI donc Mélenchon, il a fait je sais pas combien d'élections présidentielles avant d'atteindre ses scores. Entre 2012 et 2017, je crois qu'il a pris 3 millions de voix ou enfin 2 ou 3 millions de voix, ce qui est énorme. Euh, Zemmour, il était sur tous les écrans avant de se tenter à la présidentielle et il s'est quand même ramassé à 7%. Euh, le FN puis le RN, bah, enfin le FN, il s'était présenté dès 74 pour arriver au second tour en 2002 et revenir en 2017. Là, la gauche a un problème de l'être providentiel en mode, oui, quelqu'un qui arriverait tel le Messie et qui ferait je rassemble tout le monde. Ça n'arrivera pas. Déjà dans un parti politique, enfin n'importe quel parti politique, vous allez avoir des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues et surtout la population n'a pas envie de voter pour quelqu'un qui débarquerait de la veille. Vous savez pas qui c'est, vous l'avez pas suivi, vous avez aucune, enfin vous n'êtes pas à l'abri qu'il dise une connerie ou qu'il aille contre l'idée du parti. Vous pouvez pas prendre un grand inconnu. Et là, Ruffin, bah, il commence à avoir une image parce que Mélenchon dit je vais partir. Et bah, il faut lui construire son image pendant 4 ans. Le faire à partir de maintenant, c'est normal, c'est la base. Et donc dire c'est trop tôt pour préparer une campagne, ça montre que enfin c'est une erreur en politique française de penser ça. Il faut construire son image pendant au moins 5 ans pour arriver à refaire les scores de celui qui était avant. Penser que ça peut se faire en moins de temps que ça, c'est de la faute politique. Enfin, c'est de la faute professionnelle en termes politiques. Euh, on va arrêter de parler de l'efficacité des luttes et là on va parler de l'équilibrage, la mise à niveau des luttes. Parce qu'on a parlé de la dissolution des soulèvements de la Terre et on n'a pas parlé des raisons invoquées. Elles sont assez effarantes. Là, je les ai listées, je vous ai pas mis les extraits directement du compte-rendu ministériel, mais il y en a qui ont fait des ciblages bien intéressants. Vous allez voir, ça va être très rapide et très efficace. Le fait d'éteindre les téléphones portables pour ne pas borner ou de laisser son portable à la maison sont retenus contre les manifestants. Le fait de ne pas accepter de donner son code de déverrouillage aussi. Le fait de se protéger des gaz lacrymaux avec des lunettes de piscine ou des masques, pareil. Organiser des campagnes de recrutement, ou alors plutôt s'organiser collectivement, c'est-à-dire la liberté d'organisation collective, est aussi retenue. Là, en termes de loi, on fera un petit débrief tout à l'heure, mais c'est intéressant comme raison invoquée.
Le texte parle d'armes par destination, alors que les objets listés n'ont, sauf erreur, pas été utilisés comme des armes. Donc ces objets ne peuvent être considérés comme des armes par destination. On remarquera que le vocabulaire glisse dans la bouche de Olivier Véran directement vers des armes tout court. Dans l'extrait, j'ai oublié aussi le fait d'utiliser le droit de garder le silence face aux forces de l'ordre lors d'une interpellation. Voilà. Reprenons tout ça. Euh, Donc, le fait de pas, enfin, d'éteindre son téléphone pour ne pas borner, de laisser son téléphone portable retenu contre des manifestants, non, bah, vous n'êtes pas obligé d'avoir un téléphone portable sur vous à aucun moment dans la loi française. Donc ça, c'est très effrayant. Enfin, c'est totalement illégal. Et c'est complètement con qu'ils aient utilisé ça d'ailleurs. Le fait de ne pas donner son code de déverrouillage, ça par contre, c'est obligé par la loi. On avait vu dans les fiches de la Ligue des droits de l'homme, si le policier, enfin si la police vous demande votre code de déverrouillage, la seule chose que vous pouvez répondre pour être tranquille, c'est dire oui en la présence de mon avocat. Vous pouvez pas dire non. Ça a été mis il y a quelques années déjà. J'aurais dû commencer mes émissions plus tôt, mais on sait que maintenant c'est acté dans la loi. Le code de déverrouillage, vous pouvez pas le refuser pour que les officiers puissent vérifier les forces de l'ordre puissent vérifier certaines choses. Mais il faut attendre qu'il y ait votre avocat parce que selon la raison pour laquelle vous êtes mis en garde à vue, eh ben c'est autorisé ou pas. C'est plus, enfin, tout est, de toute façon ils le feront passer en autorisé, mais c'est un peu plus compliqué de dire pour tel ou tel truc, vous êtes obligé de donner votre code de déverrouillage. Et le mieux c'est d'attendre son avocat. Par contre, effectivement, ne pas le donner, c'est un délit. Ou oui, c'est un délit normal. Le fait de se protéger des gaz lacrymaux avec des lunettes de piscine, ça a déjà été évoqué pas mal de fois sur Blast, arme par destination, ce qui est complètement con. Quelque chose pour se protéger ne peut pas devenir une arme. En termes juridiques, c'est quand même velu d'essayer de dire ça. Les campagnes de recrutement, bon, ben, là on est dans le surréaliste total. Le fait donc, effectivement de faire un rapprochement entre armes de destination et armes tout court, sachant que on parle en droit français d'armes par destination et armes par nature. Et les armes par nature, bon, bah, vous connaissez, hein, n'importe quelle arme à feu, n'importe quelle arme blanche, tout ça, c'est des armes par nature. Et les avoir sur soi, par contre, effectivement, ça peut facilement être critiqué. Pareil, après, ça peut être limite, c'est-à-dire que si vous avez des gens qui vont faire une action en forêt et qui ont des machettes pour pouvoir avancer ou autre, bah, ils ont une arme par nature, pas une arme par destination. Et ça a peut-être été retenu que lors de leurs différentes actions dans les forêts, bah, ils ont pris ce genre de choses, même des pelles ou autres. Ça peut potentiellement, ça peut se plaider, comme dirait l'autre. Et là, dans le dernier tweet, le droit à garder le silence, c'est votre droit le plus fondamental si vous êtes en garde à vue. Et de toute façon, c'est ce que je vous enjoins de faire, c'est je ne parle pas tant que mon avocat n'est pas là. Vous déclinez votre identité, vous dites que vous voulez votre avocat et c'est marre. Et là, c'est utilisé comme un truc à charge. Non, non, c'est le truc de base. Et si ça devient un délit, enfin une circonstance aggravante de garder le silence, c'est un vrai problème. Et c'est ce qui a fait dire que, enfin à certains, que on a vraiment un recul des droits. Nous allons vers une démocratie illibérale, alerte Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, évoquant la régression démocratique qui s'accélère ces dernières années en France. Restriction de manifester, violences policières, attaques contre les associations, usage répété du 49.3, proximité de la justice avec l'exécutif, pour la juriste Eugénie Mer... Attendez, je vais prendre. Attendez, je vais prendre directement la page parce que moi je la vois en tout petit. Pour la justice Eugénie Mériot, la patrie des droits de l'homme a basculé dans l'illibéralisme. Le concept, parfois critiqué de démocratie illibérale, est couramment utilisé pour décrire des régimes hybrides étant à la frontière entre la démocratie et l'autoritarisme.
Certains utilisent aussi le terme plus explicite de démocrature pour décrire ces pays. Alors, il y a démocrature et il y a... comment ça s'appelle? Il y a démocrature et il y a la dictamou, enfin dictamol. Ça, c'est un terme qui était plus utilisé au Chili, si je ne me trompe pas. Enfin, en Amérique du Sud, il faudrait que je revérifie. Désolé, mais désolé, je rechercherai pour une prochaine fois. Je pense que je vais le réutiliser, le réutiliser ici beaucoup, l'approprier à la chaîne un peu. Mais c'était pour décrire une dictature qui n'a pas encore tous les aspects de la dictature. En France, on peut encore voter aux élections. Effectivement, une dictature pure et dure, vous pouvez pas. Non, j'ai cru qu'il y avait une alerte. En France, vous pouvez encore voter. En Corée du Nord, vous pouvez voter, mais vous avez droit qu'à un seul parti. Un peu comme, enfin, il y a pas mal d'endroits où vous pouvez voter que sur un seul parti. C'est pas la joie. En France, c'est pas tout à fait ça. Là, là. En autre recul des droits aussi, parce que ça a pas été, enfin, la dissolution des soulèvements de la terre, ça a fait pas mal parler, mais il y a un autre truc qui a pris très cher, c'est Anticor. L'agrément anticorruption d'Anticor a été annulé par le tribunal administratif avec effet rétroactif au 2 avril 2021. Cette annulation constitue une atteinte grave à la démocratie ainsi qu'aux libertés associatives. Anticor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association qui est chargée de, ben, je vous ai mis le truc, la description directement sur leur site, de lutter contre la corruption et rétablir l'éthique en politique. Heureusement, l'éthique et pas la morale. Ils avaient des moyens de pouvoir agir, donc notamment l'agrément anticorruption, ça leur permettait de plus facilement euh, de mettre directement des actions en justice sans passer par le procureur de la République. Et ça leur a été retiré. Et là, il y a 169 affaires où on ne sait pas trop si ça va aboutir. Et, enfin, qui ont été initiés par Anticor. Et donc, résultat, si l'agrément tombe avec effet rétroactif, ce qui est intéressant, bah, on ne sait pas où les affaires vont finir. Sachant qu'il y en a quand même quelques-unes des affaires au-delà même d'Anticor. Et ça va me permettre de passer à la rubrique suivante. Ne poussez pas, tout le monde sera condamné. Ou pas, visiblement. Parce que l'enquête, donc là, c'est dernière nouvelle, c'est Malgré sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt dans le scandale et ses liens avec MSC, Alexis Kohler reste à son poste à l'Élysée. MSC, c'est parmi les plus grandes boîtes de transport maritime. Et Alexis Kohler, par sa famille maternelle, est directement lié à la famille qui tient MSC. Et c'est lui qui avait géré pas mal d'affaires quand il était en charge du port du Havre. Donc effectivement, en termes de prise illégale d'intérêt, on est très très haut. Et là, l'enquête est finie. Et lui, il est officiellement il est définitivement mis en examen. Il va passer normalement devant le juge. Mais c'est pas le même d'ailleurs. Enfin, c'est pas le même. C'est pas le seul à risquer ça. Donc là, le tweet cite Éric Dupond-Moretti, qui risque jusqu'à 5 ans de prison. C'est Alexis Kohler, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc secrétaire général de l'Élysée. C'est lui qui trie tout ce qui arrive aux oreilles du président. C'est un espèce de Premier ministre de l'ombre. C'est le poste qu'avait Emmanuel Macron avant d'être ministre de l'économie. Vous voyez, c'est pas rien, c'est pas un truc qu'on laisse au premier venu. Alexis Kohler, il est secrétaire général de l'Élysée depuis la première arrivée de Macron à la présidence. Il n'a pas bougé, c'est un des seuls qui ne bouge pas. Après, en termes
en termes de condamnation, enfin de gens mis en examen dans la sphère Macron, on en a beaucoup. Voyez un peu la liste, hein, voyez le travail. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bon, j'ai trouvé un fil Twitter entier. Je le mettrai dans les. Je sais où le trouver, mais je pourrais pas le. Ah, peut-être que je peux vous le donner directement. Et je le mettrai en description de la vidéo pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. D'ailleurs, pour ceux qui regardent ici, je vous rappelle que la vidéo de la semaine dernière n'a pas pu être mise en direct parce que bah, connexion pas possible, ça a été un vrai carnage. Et donc on l'a enregistré en diffusé avec notre cher Batal qui d'habitude nous parle plutôt de Turquie. Et je lui ai fait quelques petites surprises. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Il y a plein de trucs drôles dedans. Elle est un peu longue, on a un peu digressé à certains moments parce que à deux, on discute forcément de plein de choses, mais elle n'est pas inintéressante. Et puis vous saurez pourquoi elle s'appelle Les Bretons, tous des néo-Nesgul. Enfin, on revient à nos mises en examen. Hein, que là, il y en a beaucoup. Le fil Twitter que je vous envoie, c'est celui qui est à la fin de ce fil Twitter-là. C'est celui qui se situe là. Et qui montre bah, toutes les mises en examen, toutes les personnes, toutes les affaires de. Je sais pas s'il les a toutes faites parce qu'il y en a un paquet, mais qui en montre quand même une sacrée quantité. Parce que ça, c'est 160 scandales du gouvernement Macron. Ça, c'était avant la réélection de Macron. On peut mettre à jour, hein, je pense, sans aucun problème. Un jour, on fera une émission juste là-dessus, histoire de se. Enfin, juste là-dessus, juste dans l'idée de détailler tout ça et de voir où est-ce que ça a mené. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont plus ou moins été classées, plus ou moins été mises sous le tapis. Euh, Ensuite, on a un candidat pour une condamnation. Il n'est pas encore mis en examen, mais c'est Mediapart qui l'a dans le viseur. Voilà. Mediapart révèle que le polémiste d'extrême droite Jean Messia, qui est à la télévision, a été payé près de 5 ans par le ministère des Armées, entre 4 000 et 6 000 euros par mois, pour un emploi dont personne n'est en mesure de décrire le contenu. Ah là, effectivement, ça pourrait être quelque chose qui serait sous le coup de la loi. Seulement, je ne suis pas certain que il se fasse condamner. J'ai une petite théorie, donc on va lire aussi ça. Donc, un bureau vide à Ballard, à quoi correspond l'intitulé vague de chargé de mission, pour quel travail exactement était-il payé? Questionné par Mediapart, Jean Messia n'a pas souhaité répondre. Plus étonnant, le ministère des Armées lui-même a refusé de répondre. Et c'est là sur lequel je vais faire une petite théorie qui vaut que ma petite théorie et je dis pas que c'est la vérité. Imaginez juste, vous avez quelqu'un dans un des partis politiques d'opposition qui est payé par le ministère des Armées et qui est chargé de mission. S'il est chargé de mission tout en étant dans un parti d'opposition, qu'est-ce qu'il peut y faire? Est-ce qu'il peut observer ce qui se passe? Mais ça, c'est de la théorie bullshit. Hein. Prenez pas pour argent comptant, mais ça m'étonne que Mediapart se soit pas dit hypothèse de merde. Bah, Jean Messia veut pas répondre. Le ministère des Armées lui-même veut pas répondre. Il a été payé. Il était dans un parti d'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas un truc sur lequel on. Non, c'est un. Non, ils ont juste donné un travail comme ça de base. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière? Ça C'est très étonnant que Mediapart ait pas réfléchi à ça. Enfin.
Mais là, on parle de gens qui sont condamnés ou peut-être en voie d'être mis en examen. Il y a des gens qui se font accuser de plein de choses. Ils ne sont pas ni condamnés ni autres. Parce que on voit ceux qui se font mettre en examen, mais il faut quand même penser à tous ces gens qui, après des graves accusations, se retrouvent avec la Légion d'honneur. En 2018, les conseillères de l'Élysée dénonçaient le comportement misogyne de l'ex-secrétaire général du gouvernement, Marc Guillaume. Emmanuel Macron va personnellement le décorer ce jour des insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Évidemment, je vais vous laisser lire ce qu'il y a là parce que, pour des raisons de dignité, je ne citerai pas ce que ce très charmant personnage a pu dire. Un peu de dignité ici, s'il vous plaît. Euh, Et puis on va changer un peu des affaires. Là, ça commence à puer un peu. Vous avez fini votre seau, enfin, rangé le seau à vomi, enfin, le coussin pour hurler, tout ça. Au cas où, pas trop loin. Normalement, c'est un peu fini, les gros trucs bien, bien puants, mais quand même, pensez à le garder pas loin. Parce qu'on va parler de la rubrique législative, enfin législative. Il n'y a pas une loi qui a été votée sur laquelle je me suis arrêté. Il y a surtout une déclaration de la présidente de l'Assemblée nationale qui continue à piétiner un peu la démocratie. Je vais vous citer juste le tweet d'en bas et puis ensuite on parlera de celui d'en haut. Éric Coquerel peut-il rester à la présidence de la Commission des finances à l'Assemblée nationale? Je souhaite que cela reste quelqu'un de l'opposition. S'il doit y avoir consigne de vote, c'est la présidente du groupe Aurore Berger qui les donne. Là là. Et là, on a quelque chose de très intéressant. On a plusieurs choses de très intéressantes. Premièrement, elle donne pas son avis, ce qui est pas trop mal. Par contre, elle dit s'il y a une consigne de vote, c'est la présidente du groupe du gang Renaissance qui le donne. Ça fait depuis 16 ans que les groupes, enfin le groupe lié au gouvernement ne vote pas pour élire le président de la commission des finances. Dans un souci de séparation des pouvoirs, enfin des pouvoirs et d'équilibre des pouvoirs, la commission des finances enfin la présidence de la commission des finances revient à un membre de l'opposition. Et le gouvernement, enfin le groupe parlementaire lié au gouvernement ne vote pas. Enfin, le groupe parlementaire, ouais, bref, le groupe majoritaire, tout ça, c'est mais donc résultat, normalement, et à la dernière fois, le Renaissance n'a pas voté à ce scrutin. Et là, il risque de passer outre cette règle et donc de voter pour faire passer quelqu'un d'autre que Éric Coquerel qui les emmerde pas mal. Et on va citer Monsieur Coquerel. Je voudrais faire observer à Yael Braun-Pivet que la question n'est pas de savoir si elle souhaite que la présidence de la Commission des finances reste à l'opposition. Ce n'est pas un cadeau, c'est un droit garanti par la Constitution. Par contre, je m'étonne qu'elle n'ait rien à dire sur la possibilité mise en cause d'un usage constant. La majorité ne participe pas au vote du président parce que ce n'est pas à elle de choisir son opposition et qu'elle renvoie la seule décision à la présidence d'un des trois groupes de la majorité. Il semble que la présidente est garante du bon fonctionnement de l'Assemblée. Même si comment dire, même si Coquerel n'est pas totalement dans le tort, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est qu'il dit oui, le poste doit revenir à l'opposition. Mais il y a d'autres oppositions que la NUPES. Et que la majorité présidentielle participe ou non au scrutin, la dernière fois, c'était serré, ça s'est joué à pas beaucoup. Là, effectivement, si ça outrepasse toutes les lois de l'Assemblée, bon, bah, on va finir avec LR ou
un autre groupe qui pourrait avoir la présidence. LR, mais bon, ils sont à la botte du gouvernement, ce serait assez logique, mais ça peut aussi potentiellement être le Rassemblement national, parce qu'ils ont déjà des vice-présidents de l'Assemblée, ils disent oui à pas mal de choses enfin, du gouvernement. On avait vu ça la dernière fois, enfin les deux dernières fois, je pense. Deux dernières émissions que vous pouvez aller voir, évidemment. Mais pour tout ce qui est économique, le RN vote très souvent dans le sens du gouvernement et pas dans le sens de son programme. Ou a changé de programme pas mal de fois entre-temps. Je suis pas sûr que ça les défrise tant que ça de mettre le Rassemblement national à la commission des finances. Mais ça, on verra en octobre, puisque c'est à ce moment-là que sera reconduit enfin, sera reconduit Éric Coquerel ou un nouveau président de la commission des finances prendra sa place. Maintenant, on va passer sur les petites informations à la volée. Est-ce que vous connaissez le coût de la flamme olympique? Le coût pour qu'elle se ramène dans un département Eh ben, c'est très simple, c'est 180 000 € par jour. Donc là, on va pas. Donc François Melosena, qu'on a déjà cité pas mal de fois ici dans les précédentes émissions. Donc 180 000 € par jour. Mais ça, c'est le prix en net qui est affiché. En fait, il y a un peu plus que ça. Il y a une grosse partie qui manque. Et là, on va voir les explications. Donc, Le département Loire-Atlantique s'engage pleinement et au quotidien dans l'aventure olympique en mobilisant les territoires en soutenant les athlètes. Pourtant, nous refusons de payer pour la flamme. Bon, j'ai pas tout mis, mais j'ai pris pour vous le principal. Le saviez-vous? La flamme est un produit détenu par le CIO, une institution basée en Suisse réputée pour ses affaires de corruption. Le CIO vend la flamme 450 000 € par jour aux organisateurs des JO. Le montant est dans un article cité. La flamme a donc été proposée par Paris 2024 au département pour 180 000 € par jour. Cela signifie que le reste à charge est pris en charge par les sponsors comme Coca-Cola et les groupes bancaires. Mais on suppose seulement car tout ça c'est le secret des affaires. Voilà, donc on vous annonce 180 000. En réalité, les tenants de la flamme, qui est un truc, qui est un produit déposé, c'est c'est quasiment un demi-million d'euros par jour. Vous imaginez un demi-million d'euros, une vieille flamme en... Putain, je sais pas à quoi elle carbure la flamme, mais c'est sympathique, hein. Ah, c'est très sympathique. Récapitulons. Presque un demi-million d'euros par jour pour un événement qui consiste à sortir la flamme de temps en temps de son camion pour la faire parader autour des logos des multinationales. Où est le sport dans tout ça? Et donc, résultat, si vos départements, enfin, si la flamme passe par vos départements, on va regarder un peu, je vais vous remettre la carte quand même. Eh ben, vous saurez que ça a coûté 180 000 € juste pour sortir la flamme du camion. Je regarde. Ah, ils ont payé en Drôme. Oh là là, ils ont payé. Mais ils ont payé à Saint-Étienne. Ils n'ont pas d'argent à Saint-Étienne. Pourquoi? Bon, Chamonix, Besançon, Vichy. Paris a fait le tour. Paris, vous vous rendez compte, toute la région parisienne, ils y passent. Il n'y a pas à dire, ça a dû coûter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, ça fait 1 million, ouais, ça fait quasiment. Ouais, ça a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher pour sortir toute cette flamme. Et c'est de l'argent public, c'est vos impôts. Hein, n'oubliez pas, quand vous remplissez vos déclarations d'impôts, c'est pour mettre dans la poche d'un organisme qui est pas franchement, enfin qui est connu pour des affaires de corruption et qui est à moitié payé par, même trois quarts payé par des multinationales
qui n'ont rien à voir avec le sport. Ah là là. Et comme vous pouvez le voir, elle cite donc Madame Paon, elle cite Anticor, mais bon, c'était peut-être avant que Anticor ne perde son agrément, malheureusement. Anticor pourra pas aller gratter là-dessus aussi facilement. Après, eh ben, on va avoir l'explication du titre de ce live. Pourquoi l'alcool c'est pour les riches? Ouais, la dernière fois j'avais caché l'explication du titre en plein milieu, là je l'ai caché à la fin. Les spectateurs des Jeux Olympiques de Paris, hormis les VIP, ne pourront pas consommer de boissons alcoolisées dans les enceintes des Jeux Olympiques. Les organisateurs imposent le respect de la loi Evin. C'est très fallacieux ça de dire pour le respect de la loi E20 il n'y a pas d'alcool. Parce que euh, si vous voulez faire respecter la loi E20, bah pourquoi les VIP ils y ont droit? Si vous voulez faire respecter la loi E20, enfin si vous voulez faire respecter la loi E20, bande d'hypocrites, euh, vous interdisez à tout le monde. Vous interdisez pas que aux supporters. Déjà que les supporters, ils vont payer extrêmement cher pour voir ces 2700 € la cérémonie d'ouverture, on rappelle. Il y a des trucs qui sont. Enfin, il y a des billets qui se vendent à des taux pas possibles. Et deuxième point, ben, comment, comment vous voulez faire respecter l'interdiction? Parce que malgré les billets qui coûtent 3 salaires parfois, même beaucoup plus souvent, euh, vous avez que des bénévoles, et enfin le comité olympique a pris quasiment que des bénévoles. Ça va être l'armée qui va être appelée pour compléter les effectifs. Euh, les bénévoles, donc s'il n'y a pas assez de bénévoles pour faire respecter les règles, bah, les gens ils vont se ramener avec de l'alcool. Il ne faut pas se cacher. Les supporters sont excellents pour cacher des doses d'alcool dans ce genre d'événement. Des faux, enfin, il y a de l'eau remplacée par de la vodka ou du rhum, des compartiments secrets dans les sacs. Il y a même des faux ventres en plastique qui existent. Ouais, je suis bedonnant, j'ai machin, j'ai truc. Et en fait, c'est un truc en plastique dans lequel les gens, enfin, vous pouvez avoir de la glace, etc. pour tout garder au frais. Évidemment, enfin, les gens vont arriver à passer de l'alcool. Et puis, dernière partie pour ceux qui sont un peu moins roublards, vous avez juste les gens qui vont arriver et qui vont se bourrer la gueule avec des pintes à 32 € juste à côté du village olympique, enfin pas du village mais de l'enceinte des JO, et qui vont rentrer partiellement ou totalement éméchés dans le truc. Les gens vont quand même être bourrés, faut être complètement con de se dire que ça va servir à quelque chose cette interdiction. Ça va peut-être même faire des comportements plus problématiques que juste dire ah non, on vous donne de la bière, c'est de la pisse, et puis basta. Autre petite info balancée à la volée. Les fonctionnaires, vous en avez entendu parler, qui sont pas assez revalorisés, que c'est terrible, que. Bah en fait, non, pas tous. Les hauts fonctionnaires, ils ont pris plus 25% depuis début 2023. Pas mal, hein. Et pourtant, c'est pas ceux qui sont à plaindre. C'est les fonctionnaires hors cadre ou ce genre de choses qui sont déjà pas soumis au régime classique des fonctionnaires, qui sont pas soumis au régime classique des retraites de fonctionnaires, hein. Les sénateurs se sont alignés sur cette retraite magnifique. Euh, donc eux, ils ont pris plus de 25%. Pourquoi ils ont pris plus de 25%, me direz-vous, et pas les autres? Bah, c'est très simple. C'est parce que le gouvernement, l'État, l'exécutif a envie de survivre et d'être stable. Et l'administration, c'est parmi les choses les plus importantes à garder en bon état avec des gens contents pour que n'importe quel régime survive.
en France, comme dans pas mal de pays, le régime qu'on a ne peut pas être défait parce que l'administration, la haute administration, est stable et fidèle au pouvoir. Le jour où ça ne l'est plus, où l'administration n'est plus fidèle au pouvoir, le régime peut tomber. Mais en attendant, il n'y a rien qui va bouger. Les préfets vont pas bouger. Donc les préfets, ça tient les forces de police. Les hauts fonctionnaires, ça tient les ministères, ça tient ce genre de choses. Ça tient les finances, ça tient enfin l'inspection des finances, ça tient l'inspection des impôts. Ces fonctionnaires-là, tant qu'ils remplissent leur rôle, le régime ne peut pas tomber. C'est pour ça que quand on a Contre-Attaque qui arrive et qui dit oui, il faut faire quelque chose, il faut que le régime tombe dans les 4 prochaines années. Non, non, là vous avez l'explication de pourquoi Macron ne tombera pas dans les 4 prochaines années normalement. Ou enfin, il s'assure au maximum que ça ne puisse pas arriver. Parce que tant que l'administration tient, tout tient. Vous êtes ravis de payer les fonctionnaires vachement plus... Enfin, les fonctionnaires qui gardent Macron vachement plus cher. Hein. Et c'est des gens dont vous n'entendez jamais parler d'ailleurs. Vous n'entendez pas parler des hauts fonctionnaires, si, des fois des préfets, mais les inspections des finances, les inspections des impôts, tout ce genre de personnes-là qui sont payées extrêmement cher. Et parfois, vous ne voulez pas savoir les taux, hein, mais 18 000 les inspecteurs des impôts quand même, quand ils sont à Bercy. C'est à peu près dans cet ordre-là. Hein. Et tant que ces gens-là remplissent leur rôle, Macron bougera pas. Ensuite, pour faire parce qu'ils dépensent quand même beaucoup dans les hauts fonctionnaires, le gouvernement veut réduire les arrêts maladie. Genre, c'est des arrêts de complaisance et machin. Et là, ils se heurtent à un tout petit souci. C'est que ceux qui sont le plus en arrêt maladie, c'est les seniors. Ouais, je monte pas tout de suite, vous allez comprendre. Donc, si le gouvernement veut réduire le nombre d'arrêts maladie, en augmentant l'âge de la retraite, en fait, il ne fait que augmenter le nombre d'arrêts maladie parce qu'il y aura plus de seniors au travail. C'était une des raisons pour lesquelles augmenter l'âge de départ à la retraite ne sert à rien pour faire des économies. Ça sert si vous voulez, à d'autres choses, mais ça sert à rien pour les économies. Et bah oui, les arrêts maladie, ils vont pas aller en diminuant si vous mettez plus de seniors au travail. Une des solutions trouvées par le gouvernement pour diminuer le nombre d'arrêts maladie, c'est augmenter les jours de carence. Et là, on va passer le tweet. À propos d'arrêt maladie, l'autre jour j'ai découvert un truc très drôle. L'existence des jours de carence ne fait pas diminuer le nombre d'arrêts maladie, mais augmente leur durée. Et bah oui, quand les gens ils sont arrêtés, ah bah on va pas toucher d'argent pendant combien de jours? Bon bah autant que je sois malade que je sois arrêté pendant toute la durée de l'arrêt, enfin des jours de carence, on s'en fout, ou même que ça dure plus longtemps pour que je me remette mieux. Et au moins que je sois remboursé un peu de mon truc. Donc, si vous augmentez l'âge de départ à la retraite et si vous augmentez le nombre de jours de carence, vous allez vous allez juste faire exploser le nombre de jours d'arrêt maladie et absolument pas les diminuer. Ça s'appelle être d'une contre-productivité, mais c'est chiapaesque à ce niveau-là. Et pour dernière info, on va finir sur quelque chose de santé publique. Si vous êtes vieux, si vous êtes vieux ou fragile des poumons, protégez-vous. Et si vous êtes sportif, annulez vos séances de sport dans les prochains jours et achetez un masque à gaz parce que les cendres des feux du Canada nous arrivent sur la gueule. Ouais, elles sont tellement denses qu'elles sont visibles depuis l'espace. Donc, vous faites quelque chose de très simple. Si le programme vous a plu, vous le partagez à vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Vous invitez vos amis à rejoindre la faction. N'hésitez pas à m'envoyer des nouvelles. Et surtout, d'ici le prochain live jeudi,
vous prenez soin de vous, vous mettez un masque à gaz et vous restez factieux. Allez, ciao!